Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée de lundi 12 août 2024. À l'une de l'actualité de ce jour, aujourd'hui s'est tenue la deuxième session extraordinaire de l'année 2024 pour le Sénat. Le Premier ministre Tchèque Christian a présenté aux sénateurs de Madagascar le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État ou PGE. À cette occasion s'est tenue également l'installation et la remise d'écharpes à la nouvelle sénatrice de Madagascar, Ramarossou Rakotbe Emiline, qui remplace l'ancien sénateur de Madagascar, Manassou Donatong, élu député de Madagascar récemment. Reportage signé Mirvolat Sferen sous les images de presse d'Enilson. La présentation de la nouvelle sénatrice de Madagascar, Ramarossou Rakotbe Emiline, en remplacement de l'ancien sénateur Manassou Donatong, élu député de Madagascar, et la remise d'écharpe à cette nouvelle sénatrice de Madagascar ont précédé la présentation du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État effectuée par le Premier ministre Tchèque Christian aujourd'hui. Comme le Premier ministre l'a fait vendredi dernier à l'Assemblée nationale, il a également expliqué au Sénat ce qui a été déterminé dans la PGE et comment le gouvernement va le mettre en œuvre. La PGE se concentre sur les 3 grands piliers qui ont été définis par le président de la République, structurés dans un livre de 28 pages. Les sénateurs de Madagascar ont apprécié la présentation du Premier ministre et ont également déclaré que les parlementaires aideront le pouvoir exécutif à mettre en œuvre la PGE afin qu'elle impacte les populations à la base. La présentation du programme de mise en œuvre de la PGE aux sénateurs de Madagascar par le Premier ministre s'est achevée aujourd'hui. Ainsi, la deuxième session extraordinaire du Sénat pour l'année 2024 s'est également terminée aujourd'hui. Le président du Sénat a particulièrement remercié le président de l'Assemblée nationale qui est venu assister à la cérémonie d'ouverture de cette session extraordinaire d'aujourd'hui. La présence du président de l'Assemblée nationale à une cérémonie comme celle-ci constitue un grand changement, a déclaré le président du Sénat. Cela renforce la coopération entre le Parlement et le pouvoir législatif, a déclaré le président du Sénat, le général Raval Manana Richard. Page fait divers pour continuer, le BNGRC a installé aujourd'hui une tente à Ndavamin pour abriter temporairement les 60 sinistrés du fait de l'incendie d'hier. Ils tentent actuellement de reconstruire autant que possible leurs locaux, dont des kiosques de vente de pièces de moto et de pneus. Rouzou Christelle Harout Melel et Asnarafal Zanar nous en disent plus. Un jour après l'incendie survenu hier, les victimes tentent de récupérer les restes ce jour pour pouvoir reconstruire leur habitation. Selon ce propriétaire de kiosque qui a brûlé hier, il gagnait au moins 30 000 arrières par jour en vendant des pièces de moto. Maintenant, il essaie de récupérer les restes des bois qui n'ont pas brûlé. Il appelle également au soutien des autorités compétentes car il n'a plus de source de revenus. Cette mère de famille fait également partie de ceux qui sont devenus chômeurs suite à l'incendie. En effet, elle fabriquait des réchauds auparavant, mais après cet incendie, tous ses outils ont été détruits. Sa famille n'a pas d'endroit où dormir, alors ils s'y sont restés toute la nuit. Une 60aine de personnes ont été victimes de ce sinistre survenu hier à 3 heures du matin. Hier soir, le gouvernement, à travers le BNGRC, leur a fourni des vivres tels que du riz, des légumineuses, mais également des équipements comme des lampadaires. Aujourd'hui, ils ont installé une tente provisoire sous laquelle les sinistrés peuvent dormir, explique le DG du BNGRC, le général Elak Olivier Ndjakad. Le BNGRC a également pris en charge le frais d'hospitalisation du garçon âgé de 12 ans qui a été victime de brûlures. En outre, le directeur général du BNGRC a exhorté chacun à être prudent, particulièrement en cette période où le risque d'incendie est élevé. En tourisme, plus de 120 touristes sont venus à Madagascar durant les 7 premiers mois de cette année 2024. Ce sont les Français qui sont à la première place de ces touristes venus dans le pays et après eux, les Italiens. Reportage signé Franciscaine Grey. 126 422, c'est le nombre de touristes venus à Madagascar depuis le mois de janvier jusqu'à la fin du mois de juillet 2024, selon les statistiques émanant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ces statistiques ont augmenté comparé à l'année dernière, durant la même période où il y a eu 111 105 touristes.
C'est-à-dire que le nombre des touristes venus à Madagascar a augmenté de 13,79% cette année durant ces 7 premiers mois de 2024, comparé aux 7 premiers mois de 2023. Parmi ces touristes cette année, ce sont les Français qui tiennent la première place, car ils atteignent les 41,74%. Après eux, à la deuxième place, ce sont les Italiens, avec 13,48%. À la troisième place, ce sont les Chinois, avec 4,10%. Les stratégies du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, dont l'objectif d'augmenter le nombre de touristes venant à Madagascar se poursuit, notamment l'exploitation des marchés du tourisme national, régional, mais aussi à l'international, et aussi l'amélioration de vols intérieurs, ainsi que la réhabilitation des routes menant vers des sites touristiques. Dans un autre sujet, Madagascar se prépare déjà à faire face aux diverses menaces existantes dans le monde actuellement, même si ces menaces ne nous sont pas encore parvenues. Et dans cette optique, un atelier de renforcement de la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'accord sur les armes biologiques se tient depuis aujourd'hui, lundi 12 août, jusqu'au 14 août prochain, à Boudvoun. Mervoulesferen et Braz des Nilsson. Cet atelier de 3 jours, organisé à Boudvoun, permettra aux techniciens malagasy de renforcer leurs compétences auprès des experts du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'atelier se concentrera sur le renforcement des lois et réglementations à Madagascar pour empêcher la propagation des armes nucléaires, chimiques et biologiques et des matériaux connexes. Le ministre des Forces armées, le général Saivé Lalamouza Delphin, a déclaré que cet atelier sera une occasion de partage d'expériences. Même s'il n'y a pas encore de menaces qui se présentent dans le monde, Madagascar doit se préparer à y faire face dès maintenant, d'autant plus que Madagascar est une île où voyagent de nombreuses personnes. L'objectif de cet atelier est de pouvoir prévenir cela dès maintenant, ce qui sera renforcé à travers le plan national élaboré en 2019 et renouvelé pour l'année 2023-2026. Dans cette résolution 1540, le Conseil de sécurité a décidé que tous les États membres ne peuvent apporter aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, aux acteurs non étatiques qui tentent d'élaborer, fabriquer, entretenir, transporter, transférer ou utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, notamment pour le terrorisme. Le Conseil a également décidé que tous les États membres doivent adopter et appliquer des lois appropriées et d'autres mesures efficaces pour empêcher la propagation de ces armes et leurs vecteurs afin d'en empêcher l'accès aux acteurs non étatiques, en particulier le terrorisme. La résolution 1540 vise à renforcer la législation et les mesures de contrôle à Madagascar pour prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques en matière, et des matières connexes. Et cet atelier aujourd'hui, qui a été donc ouvert par Monsieur le ministre des Armées, donc vise aussi à la mise en œuvre d'un projet de loi et aussi le contrôle des frontières des exportations des armes. Et je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le gouvernement malgache pour avoir mis en place déjà des plans d'action dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540. Il y en a déjà 2. Le plan d'action de 2010 qui couvre la période de 2019 à 2023 et un deuxième qui est en cours, qui vient d'être lancé de 2023 à 2026. Cet atelier s'achèvera le mercredi 14 août et devrait renforcer l'expérience des techniciens malagasy en matière de maîtrise de la loi et des conditions d'utilisation des armes de destruction massive à Madagascar, ainsi que de défense du pays face aux différentes menaces. Et la réhabilitation de la RN11A reliant Vatumanj et Manour ainsi que la RNT 23 reliant Manour et Marolambo est inscrite dans la politique générale de l'État selon le rapport effectué par le député de Madagascar élu dans la circonscription de Manour devant ses électeurs samedi dernier. Par ailleurs, les travaux de développement déjà entamés dans le district de Manour se poursuivront, notamment la construction des infrastructures de proximité et l'appui à l'agriculture et l'élevage. Natira Koutmaouf nous en dit plus. Samedi dernier, c'était la première fois depuis son élection que le député de Madagascar élu dans la circonscription de Manour, Manassou Donatang, a effectué son rapport à ses électeurs. Des travaux de développement au niveau des bases sont déjà en cours actuellement.
Le député élu à Manour a affirmé devant la population que la réhabilitation de la RN11A reliant Vatmanj et Manour et de la RNT23 reliant Manour et Marlimbre, ainsi que la réhabilitation des bacs reliant Manour aux autres districts comme Nousvark sont déjà inscrites dans la politique générale de l'État. Par ailleurs, le district de Manour figure parmi les bénéficiaires de l'appui au domaine de l'agriculture et de l'élevage à travers la distribution des semences et des matériels, selon les explications. Concernant les autres travaux de développement, beaucoup sont déjà achevés car Manour a déjà bénéficié des infrastructures Manara Pinch comme le PP, le CEG, le stade mais aussi le lycée Abedzaren qui va être inauguré prochainement. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale a octroyé son table-banc reçu officiellement par le chef de la circonscription scolaire de Manour samedi. D'autres infrastructures sont en cours comme le bureau du domaine, sans parler de la réhabilitation du bureau de la commune. La rencontre de samedi a été une occasion pour le député de Manour de collecter les propositions et les doléances de la population et d'y apporter des solutions à travers le budget du CIAT. Et 94 femmes mères de Madagascar participeront désormais au renforcement de la campagne de vaccination dans le pays. Elles ont accepté d'inclure dans les activités municipales les sensibilisations de la population. À noter que Madagascar est encore l'un des pays ayant un taux de couverture vaccinale relativement bas et s'est fixé pour objectif d'atteindre une couverture vaccinale de 95% d'ici 2030. Reportage de Anna Martina et en 2021, le taux de vaccination à Madagascar était de 35%. Plus du tiers des enfants malagasy ne sont pas vaccinés, d'après les statistiques. Et face à cette situation, le gouvernement a renforcé sa campagne de vaccination depuis le mois de juin 2024. L'objectif est d'atteindre une couverture vaccinale de 95% d'ici 2030. Ainsi, 94 femmes mères de Madagascar, qui sont des représentantes du gouvernement, les plus proches de la population, ont suivi, la fin de semaine dernière, un Batumravav, une formation portant sur la vaccination et son financement. Elles ont convenu d'inclure la vaccination comme priorité dans le budget alloué à la santé de base dans la commune. Après l'atelier, auquel ont participé les femmes mères de toute l'île et les membres des sociétés civiles issus du CCOC et INA, ces femmes mères discuteront avec les conseillers municipaux et les partenaires techniques et financiers pour examiner les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer les soins de santé primaires, notamment la vaccination. Passons à présent aux actualités internationales. Destination Gaza, la frappe contre une école de Gaza-Ville qui servait, selon l'armée israélienne, de centre de commandement à des terroristes du Hamas et a fait samedi au moins 93 morts, a provoqué des condamnations venues du monde entier. Reportage sous les images de France 24. Des réactions indignées à la frappe contre l'école Al-Tabi'in de Gaza. De nombreuses capitales ont condamné le raid, l'un des plus meurtriers menés par l'armée israélienne dans le territoire palestinien, y compris Bruxelles, par la voix du chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell. Horrifié par les images d'une école à Gaza servant d'abri, touché par une frappe israélienne qui aurait fait des dizaines de victimes palestiniennes. Au moins 10 écoles ont été ciblées ces dernières semaines. Il n'y a pas de justification à ces massacres. Washington, principal allié de l'État hébreu, a exprimé sa profonde préoccupation. Au cœur de certaines réactions, les frappes israéliennes répétées contre des écoles. D'après les Nations Unies, au moins 21 d'entre elles ont été attaquées dans la bande de Gaza depuis le 4 juillet. La rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens a réitéré son accusation de génocide contre Israël. Israël commet un génocide des Palestiniens, un quartier à la fois, un hôpital à la fois, une école à la fois, un camp de réfugiés à la fois. Que les Palestiniens nous pardonnent notre incapacité collective à les protéger en honorant le sens le plus basique du droit international. Plusieurs puissances régionales ont elles aussi critiqué la frappe de samedi, comme la Turquie, l'Iran ou le Qatar. Doha, médiateur entre Israël et le Hamas depuis le début du conflit, réclame une enquête indépendante des Nations Unies sur les attaques contre des lieux abritant des déplacés. Ensuite, en Grèce, les pompiers luttent contre des incendies qui se multiplient à tel point que d'épaisses fumées recouvrent une partie de la capitale. La protection civile a ordonné l'évacuation de plusieurs villes de la banlieue nord-est d'Athènes. Reportage de France 24. À une trentaine de kilomètres d'Athènes, une gigantesque boule de feu éclaire la nuit grecque.
Le village de Varnavas, entouré par la forêt et les champs d'oliviers, est en proie à d'importants incendies. Toujours hors de contrôle selon les autorités. Le front de l'incendie est vraiment énorme. Il est incontrôlable pour le moment. Derrière ces collines se trouvent les oliveraies. Toutes les olives ont brûlé, alors que cette année avait été une bonne année pour les récoltes. Là, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. On ne sait pas quand l'incendie s'arrêtera. Dimanche, les fumées recouvraient même une partie du ciel de la capitale, ici, au-dessus du Parthénon. Une quarantaine de départs de feu se sont déclarés ce week-end selon les pompiers, qui bataillent à terre et dans les airs pour tenter d'éteindre les flammes. La situation est chaotique. L'armée est sur place depuis le début et a laissé d'aider les pompiers et les équipes de volontaires. Mais vous voyez, on est cerné par le feu. De nouvelles évacuations ont été ordonnées ce lundi matin, après celles survenues ce week-end dans la ville antique de Marathon, ou ici à Varnavas. Certains riverains espèrent rester encore un peu pour tenter de protéger leur maison. Ma famille est partie. Moi, je reste dans la zone pour surveiller ma maison si c'est possible. Dimanche, les vents ont atteint près de 90 km/h, des conditions particulièrement favorables à la propagation des flammes dans un environnement touché par la sécheresse et les fortes chaleurs. En Grèce, les mois de juin et juillet derniers ont été les plus chauds jamais enregistrés depuis le début des statistiques météorologiques en 1960. Alors que Paris vient de clôturer les Jeux Olympiques 2024, tous les regards se tournent déjà vers Los Angeles qui accueillera la prochaine édition en 2028. La Cité des Anges s'active pour offrir au monde des jeux spectaculaires et innovants. France 24. C'est dans cette enceinte de 70 000 places inaugurée il y a 4 ans seulement que débuteront le 14 juillet 2028 les Jeux Olympiques de Los Angeles. Une cérémonie d'ouverture qui se tiendra en réalité dans 2 lieux distincts. Ce stade ultramoderne d'un côté et puis de l'autre un centenaire, le Coliseum. Construit en 1923, cet emblème de la ville sera le premier stade au monde à accueillir 3 Olympiades. Les organisateurs comptent d'ailleurs entièrement sur les infrastructures existantes qui seront simplement modernisées ou adaptées. En 1984, Los Angeles avait utilisé la même stratégie et réussi un exploit avec plus de 200 millions de dollars de bénéfices. En 84, nous arrivions après 2 Olympiades difficiles, donc nous pouvions mettre en avant les défis financiers. On pouvait aller voir les sponsors en leur disant « Tous ces jeux ont perdu de l'argent, donc donnez-nous vos meilleurs tarifs, faites un don ou venez en tant que volontaire ». Mais c'est bien plus difficile de faire ça aujourd'hui, ça met une pression financière supplémentaire. Le budget est tout de même colossal, près de 7 milliards de dollars. Principal défi, outre la sécurité, les transports, dans une ville où les embouteillages sont constants. Les nouvelles lignes de métro espérées ont déjà pris du retard, alors ce sont les bus qui pourraient désengorger la mégalopole. Nous avons le 3e plus grand réseau de transport en commun des États-Unis. Mais malgré le fait que nous ayons fait des investissements massifs dans le métro, la plupart des gens qui utilisent ces transports se déplacent en bus. Donc nous pouvons, à condition de fournir en nombre des véhicules et des chauffeurs supplémentaires, augmenter significativement notre offre. Coût estimé entre 700 millions et 1 milliard de dollars. Enfin, Los Angeles accueillera en 2028 5 nouveaux sports comme le cricket, le squash ou le flag football, très attendu par les Américains. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et ce soir, c'est Soirée Frisson sur Viva avec le film intitulé Countdown. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.